merci de vous être connecté à ce webinaire qui est organisé un peu dans le rush à la suite de la publication des recommandations de la CNIL la semaine dernière. Alors, on s'y attendait un petit peu parce qu'elle avait déjà fait une consultation en juillet, mais là, enfin, on a la version finale. Et donc, on va la balayer avec Guillaume. Avant ça, je dirais que, comme toujours pour les webinaires d'Idomi et 55, ça se veut interactif. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Il y a un onglet questions. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau, mais dans tous les cas, on a prévu une vingtaine de minutes vers la fin du webinaire pour justement traiter le plus de questions possible, et je ne doute pas qu'il y en aura. On a aussi donc prévu de tenir 40 minutes. C'est pour ça qu'on va aller tout de suite dans le cœur du sujet. D'abord, on va se présenter quand même. Donc, je suis accompagné de Guillaume. Guillaume, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Guillaume Tollet, je suis directeur exécutif chez 55. J'ai en charge les verticales banque, assurance, télécom et énergie. Mais aujourd'hui, je vais prendre une autre casquette. C'est ma casquette expert privacy, ancien DPO et responsable de toute la partie privacy pour 55 en France, en Europe et un peu partout dans le monde. Enchanté. Et quant à moi, Thomas Dumeau, je suis donc le Chief Privacy Officer. On pourrait dire, c'est pas DPO, hein, c'est plutôt responsable juridique de la vie privée. J'ai l'impression qu'on a perdu Guillaume. Moi que j'ai perdu quelques... Bon, c'est pas grave, on va le laisser revenir. Et donc, je travaille chez Idomi depuis 4 ans et demi. Et donc, ça fait à peu près 4 ans et demi que j'entends parler de ce sujet des pixels dans les emails. Ou même avant de rejoindre Idomi. Aujourd'hui, donc sur l'agenda, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord de balayer le projet. On n'aura pas le temps avec 40 minutes de voir vraiment, de rentrer dans tout le détail, parce qu'il y a toujours, comme dans tous les textes de la CNIL, beaucoup de nuances à apporter sur certains points. Donc, malgré tout, une revue juridique un peu plus appuyée sera nécessaire, mais on va vraiment balayer les points essentiels. Avant que Guillaume, qui est de retour, ne puisse présenter les impacts marketing et aussi présenter les actions à mener. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être le plus pratique possible. On ne va pas faire une analyse juridique très pointue des recommandations, mais tout de suite aller dans le cœur du sujet parce que y a une horloge qui commence à tourner pour la mise en conformité. Donc, commençons par le juridique. Déjà, juste un petit point sur les raisons qui ont fait que la CNIL s'est lancée dans cette aventure. Alors, sur son communiqué de presse, la CNIL dit qu'il y a eu une recrudescence des plaintes, que c'est un sujet dont les particuliers s'emparent de plus en plus. C'est une raison, on peut la croire là-dessus, mais la véritable raison, c'est que même au moment des recommandations de 2021 sur les cookies et traceurs, c'était quelque chose que la CNIL avait évoqué. Elle aurait, je crois, à l'époque voulu que ça apparaisse directement, la question des pixels dans les emails, dans la recommandation. Mais comme il y avait eu une levée de bouclier de toute l'industrie, comme il y avait des points qui méritaient d'être traités un peu ultérieurement, elle a un peu attendu, mais sans oublier le sujet. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette recommandation aujourd'hui. Et donc, ça a été, le projet initial a été créé et on va dire en collaboration un tout petit peu avec les participants de l'industrie, les associations professionnelles, etc. Mais le premier projet est quand même tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. On ne s'y attendait pas forcément, surtout que c'est tombé pendant les vacances d'été. Et donc, la consultation étant terminée depuis, je crois, fin juillet, ce qui s'est passé, c'est que la CNIL a travaillé de son côté, a présenté au collège ce projet. Il a été validé en mars et donc publié en avril. Pourquoi les pixels intéressent la CNIL ? Pour faire très court, parce que c'est considéré comme un traceur.
c'est considéré comme un équivalent cookie si on veut, bien que ce soit une image donc invisible comme le dit la CNIL, qui dans le projet initial appelait ça un pixel espion, mais bon là c'est un pixel invisible. Donc c'est simplement une petite image transparente qui va faire un appel serveur. Et donc pour la CNIL, en fait, à chaque fois qu'il y a un appel serveur, ça devient forcément un traceur. Et donc à ce titre-là, et puisque des données en plus vont être collectées, il était urgent entre guillemets, pour la CNIL, de préciser sa pensée sur le sujet. Il faut noter quand même que c'est la seule autorité qui, à ce jour, a publié des recommandations sur ce sujet. Ça a l'air d'être moins problématique dans les autres pays, mais la France, comme souvent, sur ces sujets, est donc un peu en avance de phase. Comme pour les dernières recommandations sur le consentement dans le mobile, la CNIL commence par établir toutes les priorités, toutes les responsabilités entre les différents acteurs. Donc là, il y a d'abord l'expéditeur du courriel. En réalité, c'est la marque ou l'éditeur qui souhaite envoyer une campagne. Là, pas de sujet. C'est toujours un responsable de traitement parce que c'est lui qui détermine qu'à ce moment-là, on va faire une campagne de prospection. C'est typique d'un responsable de traitement. Ce sera une responsabilité conjointe si jamais les prestataires impliqués vont aussi se servir des données qui vont être traitées. Mais en tout cas, responsabilité de traitement pour l'expéditeur. Ensuite, on a le prestataire d'emailing. Donc, ça va être les HubSpot, Salesforce. Il y en a d'autres, je ne les connais pas tous, mais ça va être vraiment le fournisseur de la solution qui permet d'envoyer massivement des communications. Là, la CNIL commence par dire qu'il est sous-traitant. Elle dit, d'ailleurs, elle s'arrête là, elle dit qu'il est sous-traitant. Simplement, s'il est en plus, ce qui est souvent le cas, pas toujours, mais c'est souvent le cas, un prestataire de service de location de liste de diffusion, ou alors un fournisseur de technologie de suivi, c'est-à-dire de pixels, alors à ce moment-là, ce prestataire d'emailing, ce qu'on appelle les ESP, sera aussi responsable de traitement pour la partie qui le concerne. Donc, on aura là aussi une co-responsabilité entre l'expéditeur du courriel, le prestataire d'emailing, potentiellement le prestataire de service de location-diffusion et le fournisseur de technologie de suivi. J'ignorais ça, mais en fait, il y a des solutions d'analytics qui sont vraiment juste focalisées là-dessus, qui n'envoient pas les emails, mais qui permettent d'ajouter un pixel. Et enfin, il y a un dernier acteur qui est quand même mentionné par la CNIL, mais sans grande conséquence, en tout cas juste pour l'exclure, c'est le fournisseur de services de messagerie. Ça peut être Gmail, ça peut être Orange. On sait qu'Orange avait déjà eu affaire à la CNIL, mais en tant que fournisseur de services de messagerie, ils ne sont pas concernés, ni responsables de traitement, ni sous-traitants, parce qu'ils ne traitent pas les données personnelles issues de ces pixels. Sur quoi se base la CNIL? Donc ça, on l'a un peu abordé, c'est évidemment l'article 82 de la loi informatique et liberté. C'est aussi toujours donc la directive e-privacy. L'idée, c'est encore une fois que y a une lecture d'informations sur la machine de l'utilisateur. À ce titre, c'est donc un traceur. Et donc, dans ce cas-là, la règle, elle est simple, c'est le consentement, sauf exception. Et le consentement en question, c'est le consentement RGPD. La CNIL nous fait une petite fleur, on va dire, dans le sens où elle nous offre un listing de ce qui exige le consentement et les endroits où le consentement peut être considéré comme étant exempté. Donc, sur le consentement obligatoire, il y a l'optimisation marketing, c'est en gros la mesure de performance des campagnes pour soit personnaliser le contenu, mais aussi moduler la fréquence en fonction du niveau de chaleur d'un prospect. Donc pour tous ces cas-là, à partir du moment où il y a personnalisation, c'est comme dans la publicité,
la CNIL va retenir que le consentement est obligatoire. Quand on fait du retargeting, alors là, je dirais que le consentement est carrément vraiment obligatoire. C'est-à-dire qu'on utilise les données qu'on collecte via ce pixel d'email pour se dire qu'on va pouvoir afficher de la publicité sur un site ou un autre en se disant que cette personne est quand même un peu intéressée par ce produit. Là, il n'y a vraiment pas de question à se poser, c'est le consentement systématique. Là, plus surprenant, la lutte contre la fraude marketing, qui pourrait être, voilà, donc typiquement, c'est l'exemple du jeu concours où une personne s'inscrit plusieurs fois au même jeu concours avec l'espoir d'augmenter ses chances de gain. Là, la CNIL dit, même pour ça, il faut le consentement. C'est-à-dire que vous lancez un jeu concours, c'est votre responsabilité. S'il y a des fraudes, c'est pour vous. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas tracer les gens. Il y a, en revanche, une liste aussi de consentement, donc on va dire exemptés, c'est-à-dire des traceurs qui sont exemptés de l'obligation de consentement. Ça va être pour sécuriser un processus de connexion. Donc, c'est vraiment souvent le double... le mot m'échappe, mais la possibilité de vérifier 2 fois l'identité d'une personne, soit en lui envoyant un code, donc on a tous eu affaire avec ça. On prend un code, on le rentre, et donc là, en cas d'emailing, à ce moment-là, il est possible de tracer l'utilisateur sans obtenir son consentement, et ça, la CNIL considère que c'est parce que c'est pour sécuriser la connexion, c'est finalement donc pour protéger le prospect, et donc le consentement n'est pas exigé. L'autre cas, et je vais commencer d'ailleurs par le dernier, donc il y a la conservation d'une trace, en fait, pour dire qu'on a bien rempli une obligation légale. Ça va être typiquement quand, je ne sais pas, il y a un contrat de prêt, par exemple, avec une banque. La banque est forcée d'envoyer les contrats de prêt. Je prends cet exemple parce que j'ai eu affaire à ça il y a si longtemps. Et donc, à ce moment-là, la banque est dans l'obligation d'envoyer des documents. Elle peut mettre un traceur pour s'assurer que la personne a bien vu ce consentement, ce document, et en conserver la trace. Et dans ce cas-là, c'est exempté. Et enfin, il y a le nettoyage de base. Donc ça, on en reparlera un petit peu, mais le nettoyage de base sur donc, la question de la délivrabilité en marketing, l'idée, c'est de voir si un utilisateur interagit avec des emails. S'il n'interagit pas, on peut le supprimer. Et là, la CNIL dit que c'est exempté dans la mesure où c'est strictement limité au nettoyage de la base. C'est-à-dire que vraiment, on est simplement en train de consulter qui regarde les emails et qui ne les regarde pas, avec pour intention de supprimer les personnes qui ne sont plus intéressées par ce sujet. Donc la CNIL, ça forcément aime bien, puisqu'il s'agit de supprimer des données. Il y a quand même, alors avant de passer même à ça, il y a la possibilité, dans tous les cas où il y a on est dans la mesure de la délivrabilité d'une campagne d'email, dans tous les cas où on n'est pas dans un nettoyage de base, c'est un consentement qui est exigé. Donc là, il faudra toujours un consentement quand on est juste en train de vérifier pour la fréquence, par exemple, savoir quand on va pouvoir renvoyer des mails à un utilisateur. Si ce n'est pas avec pour finalité de supprimer des adresses email de base, alors là, il faudra le consentement. Les exemptions, elles existent. En revanche, elles sont encadrées par déjà tous les principes qui guidaient déjà la CNIL jusque-là, mais qui méritent quand même d'être à nouveau mentionnés. C'est l'idée que même si c'est exempté, même si on a le droit de collecter des données sans consentement, en utilisant un traceur, il va falloir minimiser le type de données qu'on va conserver. Donc, typiquement, quand il s'agit de mesurer l'ouverture des emails, on s'arrête à la dernière date. On ne va pas regarder tout le parcours d'un utilisateur qui a reçu tel email et à telle date et l'a ouvert. C'est simplement à chaque fois la dernière ouverture. Toujours parce que c'est dans une logique de suppression des données. Donc, par minimisation, suppression des données, c'est la même chose. On essaie de minimiser la quantité de données qu'on obtient via des traceurs exemptés. Et aussi, donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure,
Pour que la délivrabilité rentre dans le cadre d'une exemption, il faut vraiment que ce soit limité au strict nettoyage de la base. Sinon, ça perd l'exemption et donc, effectivement, on bascule au consentement. Voilà, donc on a balayé dans les grandes lignes les recommandations de la CNIL. Maintenant, je laisse la parole à Guillaume. Oui, Thomas, une petite précision sur l'exemption. Bien sûr, il y a tous ces grands principes que tu viens de rappeler, minimisation, suppression et usage strictement encadré. Elle rajoute aussi une subtilité, c'est que ces exemptions peuvent s'appliquer aux courriels qui sont explicitement demandés par l'utilisateur. Donc, c'est comme si on avait effectivement une sorte d'arbre de décision, c'est-à-dire que par la nature de la communication email, il y aurait déjà des choses qui ne rentreraient jamais dedans. Et là, elle donne des exemples de courriers de type transactionnel qui peuvent être soumis à l'exemption Pixel, de type confirmation de commande, facture, alerte sécurité, etc. Donc, il faudra d'abord vérifier la nature de cette communication et ensuite la nature des pixels adossés à cette communication. Et là, on voit bien, on commence à voir la complexité effectivement opérationnelle de ces recommandations. Maintenant que Thomas vous a donné un premier éclairage qu'il faudra effectivement faire valider par vos DPO et par vos juristes internes, c'est quoi les impacts marketing pour les marques? Il y en a plusieurs. On en a aujourd'hui, par souci de timing, identifié 3. Le premier, c'est comment je collecte le consentement Pixel Email pour les nouveaux clients et les nouveaux prospects. Le deuxième impact, ça va être, vous tous, vous avez déjà des bases CRM. Comment je mets en conformité cette base CRM qui n'a aujourd'hui pas ce consentement Pixel Email. Le troisième, c'est comment j'apporte la preuve du consentement Pixel Email et comment je dois m'outiller de manière industrielle pour prouver ma bonne conformité à tout moment. Donc, si on va maintenant sur la partie 1, la question elle est très simple. C'est comment je dois collecter le consentement Pixel Email pour mes nouveaux clients et pour mes nouveaux prospects qui vont s'inscrire en newsletter, s'inscrire à la prospection commerciale, demander des informations, demander des devis. La CNIL est assez claire là-dessus. La collecte du consentement Pixel Email doit se faire au même moment que la collecte de l'adresse mail au moment du remplissage du formulaire. Et ça, pour 2 raisons. Parce que ça doit être très clair pour l'utilisateur final que ce tracking pixel va s'appliquer à cette adresse mail dans un cadre de communication avec la marque qui est bien précis en fonction de ce qu'il a demandé. Inscription de newsletter, demande d'information, prospection commerciale, etc., en fonction effectivement des finalités de l'email choisi. Ensuite, elle donne des recommandations sur l'information qu'il faut donner à l'utilisateur. Comme souvent, la CNIL donne un double niveau informationnel qu'il faut donner à l'utilisateur final. Une première information qu'on va devoir rajouter au sein des formulaires en bas de page, c'est une information synthétique. Et là, je vous encourage à lire effectivement la section dédiée de la recommandation de la CNIL dessus, où elle donne 4-5 exemples effectivement d'informations synthétiques de mettre à un premier niveau. La CNIL donne aussi la possibilité de donner des informations plus complémentaires et plus détaillées dans un second niveau, dans la partie politique, cookies et autres traceurs du site web ou dans la politique données personnelles de la marque en question. Ensuite, en termes de spécificité et granularité d'information, on garde les mêmes principes que sur les cookies et autres traceurs. Il va falloir distinguer les finalités des différents traceurs. Thomas, tout à l'heure, vous a présenté dans le tableau différentes finalités, certaines qui étaient exemptées et d'autres qui nécessitaient le consentement. Lorsqu'on va aller chercher le consentement, il faudra être précis sur les pixels et la nature du consentement qu'on va chercher au regard de la finalité visée. Et il y a quand même une bonne nouvelle dans cette version finale, qui n'était pas le cas, je crois, dans la version de l'été dernier, c'est qu'il y a un effet d'opportunité pour vous, les marques, c'est de pouvoir, pour la prospection commerciale, la CNIL est très claire dessus, de pouvoir demander un consentement unique pour les emails de prospection commerciale et pour les pixels qui y sont attachés. Ça peut paraître surprenant,
En fait, pour la CNIL, si on fait de la prospection commerciale, c'est qu'on est déjà dans le ciblage, on est déjà dans le profiling, et donc ça nécessite de près ou de loin forcément des pixels. Et donc, elle considère que c'est effectivement des finalités qui sont conjointes et que donc on peut, dans un premier niveau d'information, coupler le consentement email prospection commerciale et le consentement pixel associé. Donc ça va être quand même un effet d'aubaine qu'il va falloir bien étudier avec votre DPO et votre juridique. Le deuxième impact sur lequel on voulait zoomer aujourd'hui, c'est comment collecter le consentement pixel email sur vos bases existantes et notamment vos bases CRM existantes. La CNIL donne un délai de régularisation parce que je suppose que dans 99% des cas des gens qui sont aujourd'hui connectés, vous n'avez pas collecté le consentement pixel email auparavant. Et donc, vous avez aujourd'hui 3 mois à partir de la publication, c'est-à-dire depuis le 14 avril dernier. Donc, l'horloge tourne. Vous avez jusqu'au 14 juillet prochain pour mettre votre base existante en bonne conformité et donc de régulariser votre stock de clients et prospects actuellement en basé. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir envoyer une communication à l'ensemble de vos utilisateurs. Et ce qui est intéressant dans cette version définitive des recommandations de la CNIL, contrairement à ce qui avait été demandé par le passé, ce n'est pas un opt-in que vous allez chercher, mais un droit d'opposition. Et on sait tous, nous, spécialistes du marketing, spécialistes de la conformité, que ça change beaucoup de choses. Un droit d'opposition, ça va être que vous allez devoir, dans votre communication, expliquer les finalités pixel email que vous utilisez et que si jamais la personne souhaite s'opposer, vous allez mettre un bouton, un lien sur lequel la personne va devoir cliquer pour manifester son opposition. Donc, nous, on estime aujourd'hui chez 55 qu'un maximum de 5 à 10% des personnes vont manifester leur droit d'opposition au maximum. Et donc, que vous pourrez, sur votre base existante, certainement toujours traquer 90 à 95% de votre base actuelle, comme vous le faisiez auparavant. Il y a quand même un point de spécificité qu'il faut avoir, que la CNIL communique dans ses recommandations. Le consentement que vous avez sur les emails existants, il y a bien un moment où vous allez devoir le renouveler et redemander le consentement. À ce moment-là, lors du renouvellement de la nouvelle sollicitation, comme je cite la CNIL, il faudra dans ce cas-là recueillir le consentement email à nouveau et un consentement pixel email spécifique adossé à la finalité de l'email concerné. Donc ça, il faut garder ça bien en tête parce que les bases CRM et les bases clients, ça vit, il y a des gens qui sortent, des gens qui rentrent, des gens dans lesquels on doit renouveler effectivement le consentement. Et il faudra bien le prévoir dans les prochaines années. Le troisième impact, c'est comment collecter la preuve du consentement pixel. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, sur le marché, personne ne l'a collecté. La CNIL parle, et là, elle responsabilise énormément le responsable de traitement. Et donc, on l'a vu avec Thomas que le responsable de traitement, c'était la marque, c'est-à-dire l'expéditeur représenté dans la communication envoyée à l'utilisateur. Et c'est à ce responsable de traitement, à tout moment, de démontrer la preuve de la collecte du consentement pixel adossé à un email. Donc là, on comprend que ça commence à se complexifier. Il faut avoir la preuve du consentement email, c'est-à-dire est-ce qu'il a accepté oui ou non la prospection commerciale, par exemple, et est-ce qu'il a accepté oui ou non le pixel email adossé à la prospection commerciale. Donc là, on commence à voir qu'en termes d'outillage, il va falloir prouver et montrer une unicité entre le consentement pixel et une donnée personnelle qui est l'email qui permet la communication avec cette personne. Et la CNIL donne quelque chose qui est très impactant et on a beaucoup discuté de ça avec Thomas en préparant ce webinaire, c'est la preuve individualisée. C'est la première fois que la CNIL, sur des pixels et des traceurs, demande effectivement que cette preuve elle soit individualisée et rattachée là à un email, c'est-à-dire à une donnée directement identifiante et donc personnelle de l'utilisateur. La CNIL, après, c'est très bien comment ça fonctionne avec les sous-traitants et elle pointe du doigt une pratique dans laquelle il y a peut-être eu des dérives. Bien sûr qu'elle dit que
toute la chaîne de valeur doit être encadrée par effectivement des contrats, mais en aucun cas le responsable de traitement ne pourra se dédouaner en cas de dérapage de l'un de ses sous-traitants. Au final, c'est lui le responsable de traitement, c'est lui le chef d'orchestre, c'est lui le donneur d'ordre, et donc il doit bien sûr encadrer contractuellement ses prestataires, mais il doit aussi les auditer et vérifier par la preuve que ces prestataires respectent la réglementation. Et donc, c'est le point final là, c'est la responsabilité finale, même si tout est bien encadré, elle revient au responsable de traitement. Donc, il y a quand même une surpondération de la responsabilité du responsable de traitement et donc de la marque qu'il faut bien prendre en compte dans toute la chaîne de sous-traitance de l'email. Et on sait qu'elle est nombreuse, cette chaîne de sous-traitance, et qu'elle peut être complexe. Et donc, pour nous, là, on vous donne un avis, ce n'est pas un avis juridique, c'est un avis opérationnel. Pour gérer toute cette complexité de preuve du consentement, de lien d'unicité entre un pixel et un email, il va falloir s'outiller ou mettre à jour des outils existants. La CNIL parle dans ses recommandations de Consent Management Platform. Mais pour nous, la Consent Management Platform, ce n'est pas l'outil adapté pour collecter le consentement pixel email, parce que la Consent Management Platform, c'est pour collecter les cookies et autres traceurs sur un site web ou sur une application mobile dans un monde qui est anonyme. Là, la CNIL nous demande d'adosser un consentement pixel à un profil client, à une adresse mail. Et donc, ce qui est en jeu en termes d'outils, ce sont les préférences management platform, les centres de préférence, qui sont liés plutôt à un monde CRM, à un monde de marketing direct, de collecte du consentement. Et ça, il faut avoir aujourd'hui un outillage pour créer cette unicité et prouver la preuve du consentement, parce qu'il faut que cette preuve du consentement elle soit horodatée, individualisée et liée à la collecte de l'email. Ensuite, il faut un outil industriel parce qu'à tout moment, ce n'est pas parce qu'on a collecté un consentement à un instant T que la personne ne va pas pouvoir retirer son consentement. Et la CNIL réinsiste dessus. Il faut que le processus de collecte du consentement et de retrait soit aussi simple et mis à disposition de l'utilisateur final. Et donc ça suppose effectivement un certain nombre de mécaniques et de back-office qui soient industriels pour gérer effectivement ce flux de consentement qui rentre et qui sort. Et ensuite, la CNIL donne aussi une recommandation pour chaque email envoyé. Jusqu'à présent, on avait effectivement ces fameux liens de désinscription qui étaient en bas de page. On va devoir garder ce lien de désinscription et rajouter un deuxième lien qui s'appelle le lien de retrait du consentement pixel en pied de page de chaque email envoyé. Donc, il y aura bien une séparation entre les deux. Avec Didomi, on a fait un petit travail de projection pour voir à quoi ça pouvait ressembler. On s'est mis dans la peau d'un client et d'un prospect qui a effectivement un espace client dans cet espace client, il y a une rubrique « Gérer mes préférences » ou « Gérer mes données personnelles ». Il clique dessus et là, il voit l'ensemble de ses préférences de communication. SMS, email, courrier, téléphone, qui sont aujourd'hui les canaux couramment utilisés par les marques pour interagir avec leurs clients et prospects. On a zoomé sur la partie email pour vous donner un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, on voit bien que cette personne, ce beau jeune homme, il a donné son consentement prospection commerciale parce qu'il est à oui, parce que c'est en bleu-vert, là, comme vous le voyez, et qu'on a bien adossé le pixel email lié aux prospections commerciales. Si je prends au contraire la partie personnalisation du contenu, je vois qu'il a accepté effectivement de recevoir des contenus personnalisés de la part de la marque, mais qu'on n'a pas le consentement pixel associé. Et si je prends l'exemple de même sur le bon plan partenaire, je vois qu'il a donné son consentement email pour recevoir des bons plans partenaires, mais que je ne peux pas traquer via des pixels tous ces bons plans partenaires. Ça, c'est pour vous montrer ce à quoi on doit se préparer en termes de complexité et de collecte du consentement. Voilà. Et là, via l'interface Didomi, on voit bien que c'est interactif. Je pourrais cliquer à tout moment sur non sur le pixel prospection commerciale, remettre à oui sur la partie personnalisation.
Et donc là, on a bien le côté interactif de consentement et de retrait simultanément. En termes de preuve du consentement horodaté, on a fait là des extractions côté Dinomy. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, prospection commerciale Pixel accordée à cet utilisateur le 14 avril 2026, lors du formulaire d'inscription. Et donc là, on a bien la preuve que cette personne-là et cet email-là a donné son consentement Pixel à tel moment, et on peut le prouver et l'extraire du centre de préférence. Voilà, donc ça milite véritablement pour aujourd'hui s'équiper d'un centre de préférence de communication. Et si vous n'en avez pas, et si vous en avez déjà un, de le mettre à jour urgemment et de prévoir effectivement ces mises à jour avec le métier et l'IT. On arrive maintenant un peu à la checklist et à la fin de ce webinaire, avant de répondre aux différentes questions, c'est quoi les actions à mener en priorité pour rester en conformité sur les pixels? Il y a 4 actions clés qu'on vous soumet aujourd'hui et qui vont certainement occuper un certain nombre de jours et de nuits dans les prochaines semaines à chacun d'entre nous. Le premier, c'est le point de départ. Et là, on voulait beaucoup insister dessus avec Thomas, c'est qu'il va falloir cartographier vos finalités pixel email aujourd'hui que vous utilisez. Si vous posez aujourd'hui la question à votre responsable marketing email, à mon avis, il n'a pas la réponse à cette question. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais posé cette question auparavant. Deuxièmement, il y a des choses que gère la marque, il y a des choses que gèrent les sous-traitants, il va falloir vérifier aussi ce que font les sous-traitants. Et donc, c'est le point de départ. C'est la cartographie, effectivement, des pixels email qu'aujourd'hui vous utilisez, et après de faire le tri, de le passer au tamis entre qu'est-ce qui pourrait être potentiellement exemptable et qu'est-ce qui nécessite de recueillir un consentement et cette communication que vous allez devoir envoyer à votre base existante. Et ça, cette cartographie, qui est une cartographie métier, devrait être validée par votre DPO et par votre équipe juridique. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle on voulait vraiment insister, c'est qu'il faut dès à présent penser à régulariser votre base CRM. Vous avez un délai de 3 mois, et là, le délai de 3 mois, il court depuis déjà une bonne semaine, et il va falloir informer vos contacts existants et leur offrir un droit d'opposition. Le problème de ça, c'est que toutes les marques vont le faire en même temps. Et on a déjà vu des choses sur LinkedIn sur un peu l'aberration de donner que 3 mois. C'est-à-dire que nous tous, en tant que citoyens, en tant que prospects et clients de nombreuses marques, on va être inondés dans nos Gmail, dans nos Orange Mail, par des sociétés qui vont nous rappeler qu'elles utilisent des pixels et dans lesquelles on va devoir donner ou pas nos droits d'opposition si on souhaite s'opposer ou pas. En tout état de cause, c'est un acte juridique obligatoire. Il va falloir le faire et le faire proprement. Ensuite, en parallèle de cette régularisation de votre base CRM, il va falloir mettre à jour vos formulaires de devis, vos formulaires de prise de contact, dans lequel il va falloir effectivement analyser l'impact de ce consentement pixel. Et ensuite, on a bien vu, pour être en règle et en bonne conformité et prouver et donner la preuve du consentement à tout moment, il faut un outillage robuste. Donc, soit vous avez déjà un outillage et il faut le mettre à jour, soit aujourd'hui, votre outillage multicanal de consentement, email, il n'est pas robuste et vous n'allez pas vous en sortir. Il va falloir lancer un chantier IT plus conséquent de collecte du consentement multicanal dans lequel vous allez du coup rattraper le retard et y adosser automatiquement la partie consentement email, pixel. Voilà ce qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui en synthèse. Et on va pouvoir maintenant répondre à un certain nombre de vos questions. Oui, il y en a beaucoup des questions, à la fois dans le chat, où c'est très actif, et dans la section questions. Merci Guillaume. Comment tu veux qu'on commence? Peut-être, j'ai commencé un peu dans le chat, toi aussi. Peut-être qu'on peut d'abord dérouler le chat et ensuite… Oui, alors il y a Erwin qui dit « Bonjour, dans l'exemple de la PMP que vous présentez, vous entrez le détail par type d'email. Pour autant, la CNIL ne précise pas qu'il faut distinguer le consentement pixel par catégorie d'email. On pourrait très bien avoir un seul consentement pour l'ensemble des emails. » Alors,
Déjà, on a bien vu qu'en fonction de la typologie d'email, il y a des choses qui pouvaient être exemptées et des choses pas exemptées. Donc on va devoir, d'une manière ou d'une autre, rentrer dans quelle est la nature de l'email, parce qu'on a bien vu que toutes les finalités dites commerciales au marketing n'étaient pas exemptables. Voilà. Il va falloir aussi prouver l'unicité et à quel moment on a collecté ce consentement pixel. Donc, c'est certainement au moment d'une inscription ou d'une demande d'information. Donc, certainement lié à une case à cocher qu'il a coché simultanément. Donc, ça reste encore à voir, Erwin, mais il y a quand même, je pense, un lien très fort entre pixel, email et nature des emails qui va devoir avoir lieu malgré tout. Non, c'est même obligatoire vraiment, hein, parce que dans la Voilà. recommandation, il précise, et il y a beaucoup de questions à ce sujet, que quand c'est vraiment connexe à la prospection commerciale, alors à ce moment-là, c'est OK. Et donc, on peut demander un seul consentement en bloc dès lors qu'on est très clair dans l'explicitation de la finalité. En revanche, la CNIL dit aussi qu'il faut être très spécifique. Donc, c'est vraiment finalité par finalité que le consentement doit être obtenu. Après, il y a les plateformes de marketing par email, Brevo, HubSpot, Mailchimp proposent-elles une demande de consentement pour le pixel? C'est la solution la plus logique. Alors, oui, effectivement, j'en ai pas parlé. Il y a effectivement ça qui existe. Effectivement, aujourd'hui, les Salesforce ou certains proposent ça. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais nous, on élargit le débat à la collecte du consentement marketing direct. Aujourd'hui, c'est les pixels email. En août prochain, c'est l'opt-in téléphone. Donc, en fait, au bout d'un moment, il faut avoir une base robuste de collecte du consentement multicanal, SMS, email, pixel email, courrier, téléphone. Sinon, votre marketing dans son ensemble ne pourra pas bien fonctionner et reposera toujours sur des tiers. Donc, nous, on milite plutôt sur une réappropriation effectivement de ça en interne, parce que ça devient un enjeu crucial de délivrabilité du marketing. Et donc, que vous le fassiez en interne avec votre DSI ou vous preniez des briques du marché comme Didome le propose, avoir des outils industriels de gestion de collecte du consentement industriel, multicanal, multilevier, nous paraît indispensable pour les pixels email, mais plus largement pour la bonne délivrabilité du marketing direct. Et juste en complément, pour avoir participé aux discussions avec la CNIL sur ce projet de recommandation, j'ai pas vu les ESP. Ils n'ont pas été vraiment conviés. Après, peut-être qu'ils ont participé à la consultation. Mais à ce jour, je ne vois pas beaucoup de communication sur le sujet, donc je ne vois pas ce qu'ils vont proposer. Mais c'est vrai que ça pourrait être aussi une solution. Il y a une question pour toi, Thomas. Est-ce que la solution de Didome est déjà prête? Je te la laisse. Elle est prête, oui, depuis, à vrai dire, plusieurs années. Elle avait vocation à traiter plutôt des aspects marketing, c'est-à-dire que la CMP, on la voyait plutôt sur le côté publicitaire et la PMP plutôt sur les aspects marketing. Donc c'est un bon cas d'usage, effectivement. Mais c'est une solution qu'on a déjà en production depuis, je dirais, 3 ans, si c'est pas plus. Et les évolutions pour gérer la partie pixel sont en cours, sont déjà prêts? Je pense que c'est plus ça la nature des questions. Non, mais donc c'est déjà prêt pour. Après, tout dépend de, encore une fois, l'analyse juridique. Je veux dire, il y a toujours plein d'interprétations possibles, mais la solution est déjà prête, elle est déjà utilisable pour obtenir ces consentements, ces nouveaux consentements. Et on travaille sur une nouvelle forme plus légère pour vraiment s'intégrer à tous les univers, tous les écosystèmes, ce qu'on appelle nous des privacy widgets qui permettraient en fait d'obtenir un consentement dans un contexte vraiment précis et de l'insérer assez facilement sur une page ou sur une app. Mais la PMP est déjà disponible. Il y a le point de Philippe qui dit que le terme de preuve est effectivement très fort. Donc, un outil informatique est-il suffisant pour fournir une preuve? La CNIL là-dessus ne donne pas, comme souvent, hein, de matérialité de la preuve. Elle dit juste que le responsable de traitement doit être capable à tout moment. Effectivement, un log, une trace dans une base de données, etc., ça peut, à condition que ça soit facilement
qu'on puisse facilement l'extraire au moment où il y a un audit ou au moment où il y a un client qui le demande. C'est souvent là où on voit que le bât blesse, c'est que le process pour démontrer la preuve n'est pas rodé au sein de l'entreprise. Et donc, quelle que soit la matérialité de la preuve, il faut surtout tester que le process en interne d'accessibilité à cette preuve soit simple, rapide et efficace pour répondre dans les délais d'une demande client ou d'une demande d'un régulateur. Et aussi, la CNIL précise, s'agissant de la preuve, que quand on obtient les adresses email d'un tiers, donc c'est-à-dire on achète une liste de diffusion, il ne faut pas seulement mettre dans le contrat que la preuve doit être obtenue, enfin le consentement doit être obtenu par le prestataire qui a donc créé cette liste de diffusion. Il faut en plus que la preuve du consentement par ce tiers soit accessible à l'expéditeur du courrier. Il y a une question de Paul qui élargit un peu le débat au-delà des pixels, qui dit: est-ce que Bidomi est capable de collecter une finalité correspondant à une utilisation des données email à des fins de personnalisation publicitaire, type réseaux sociaux, search programmatique? Donc là, on parle souvent d'une technique bien connue sur le marché, un peu de CRM onboarding, qui permet effectivement d'uploader des audiences dans des plateformes pour les réutiliser. Et de plus en plus, avec la fin des cookies, on utilise des adresses mail et des noms, prénoms pour le faire. La question, c'est que c'est déjà le cas. On l'a déjà déployé avec Bidomi chez certains nombres de clients. C'est une finalité particulière que le centre de préférence peut accueillir comme n'importe quelle autre finalité liée à l'adresse mail. Le plus dur étant de bien le marketer d'un point de vue client pour qu'il y ait un taux d'acceptation assez élevé pour pouvoir exploiter cette finalité. Ça, ce n'était pas vraiment une question sur les pixels du coup, mais effectivement, c'est déjà le cas. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'on voit bien que ce sujet de pixel email, et c'est pour ça qu'on voulait insister aussi sur l'outillage, pose après la question sur plein de choses. Est-ce que c'est bien géré d'un point de vue marketing et collecte du consentement lié à des activations marketing au-delà du consentement pixel email? Si aujourd'hui déjà, ce n'est pas robuste ça, le fait de rajouter la complexité pixel email va faire sauter le système que vous avez mis en place s'il n'est pas robuste. Et donc, c'est vraiment un conseil que moi je vous donne. Si jamais ce n'est pas robuste aujourd'hui, dans les mois et dans les semaines à venir, le système que vous avez mis en place ne va pas tenir le choc en fait. Et donc, il va falloir soit le remettre à plat, soit revenir vers des prestataires comme Bidomi pour trouver des solutions plus robustes et plus fiables au niveau du marketing en général. Question de Simon, techniquement, comment aligner le consentement de l'utilisateur avec le déclenchement ou non du pixel sur les mails? Donc ça, je dirais, avant que tu répondes rapidement, c'est un peu le problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les ESP n'ont pas tellement participé aux discussions avec la CNIL. Je ne suis pas sûr que ce soit un sujet dont ils se soient saisis aujourd'hui. Effectivement, c'est un énorme problème. Mais le mieux, c'est peut-être de les contacter, de leur mettre un peu la pression pour qu'ils trouvent une solution. Parce qu'effectivement, il faut le faire. Exactement. En fait, nous, on voit ça un peu comme un arbre de décision par rapport à la collecte du consentement. Déjà, il va y avoir la collecte du consentement comme ce que vous avez normalement aujourd'hui et qui doit être très fiable. C'est est-ce que j'ai le droit d'utiliser cet email à des fins de communication pour telle ou telle finalité? Voilà. Typiquement, la finalité newsletter. Voilà. Donc ça, déjà, rien. Et à côté de ça, on va envoyer du coup une autre métadonnée aux responsables techniques et aux ESP qui sont en charge de ça. Est-ce que tu as le droit de le traquer? Donc en fait, aujourd'hui, vous donnez déjà des bases en disant, lui, tu peux y aller, il est opt-in pour lui envoyer tel type d'email, lui, tu peux pas, il est opt-out, etc. Et à côté de ça, vous allez lui donner une information si oui ou non, ils peuvent le traquer en votre nom ou pas. Donc, c'est un double flux d'informations. Et effectivement, c'est un challenge, comme le dit Thomas, parce que ce n'est pas le tout de l'envoyer. Il faut qu'eux ils soient en capacité de le digérer et qu'il y ait du coup un effet réel dans les envois.
Question de Léna. S'agissant des finalités connexes qui permettent de prévoir un seul opt-in pour l'envoi de la prospection commerciale plus les pixels, j'avais compris que cette exception ne valait que pour la prospection personnalisée. Existe-t-il donc des cas où la prospection commerciale ne serait pas personnalisée? Alors, souvent, quand on fait la prospection commerciale, on essaie de bien faire les choses, donc on essaie qu'elle soit personnalisée, c'est qu'on essaie de dire, bah, cette personne, elle a une assurance auto, donc je ne vais pas lui reproposer une assurance auto, je vais peut-être lui proposer quelque chose de plus personnalisé sur l'habitation, sur, je ne sais pas, quelque chose qui est un upgrade par rapport à son assurance d'aujourd'hui. Donc, pour la CNIL, en fait, la prospection commerciale aujourd'hui, elle est déjà personnalisée, voilà, de fait, voilà, et donc que le pixel associé permet cette personnalisation notamment, et donc les finalités sont intimement liées. C'est comme ça que je le comprends. Il pourrait très bien avoir la prospection commerciale qui ne soit pas personnalisée, et dans ce cas-là, effectivement, pas certain que ça marche. Mais je pense que si vous allez voir votre directeur marketing, il va vous dire forcément qu'elle est personnalisée. Sinon, c'est qu'il fait mal son travail de facto. Question de Jérémy. Slide 14. La CNIL parle... Vous m'entendez là? Oui, très bien. La CNIL parle d'un droit d'opposition post-cas de collecte. Néanmoins, la modalité de mise en œuvre semble suggérer une forme de transposition d'un opt-out vers un opt-in. Comment peut-on lier cette phase de rattrapage correctement avec le futur opt-in? J'ai peur de ne pas avoir bien compris la question. J'ai le même problème. Je te propose que tu regardes et peut-être sur la partie page 14 et que je vais du coup enchaîner avec Marion, ce qui nous laissera peut-être le temps d'aller zoomer. On n'a pas le texte sous les yeux vu qu'on vous a, donc c'est pour ça. C'est un peu dur de répondre comme ça en live. En ce qui concerne le délai de grâce et donc cet opt-out, cela signifie qu'il n'y aurait donc pas de base égale au tracking pour les trackings existants. C'est une très bonne question, Marion. En fait, à chaque fois, quand vous lisez les recommandations, elle dit bien dans le cas où vous n'avez pas déjà collecté le consentement pixel email. Et donc on s'est fait la remarque avec Thomas en lisant ça, qu'en fait, depuis 2022, avec les recommandations cookies et autres traceurs, en fait, elle estime que ça devrait déjà être le cas. Et elle le dit bien en introduction et en préambule de ses recommandations. Ces recommandations pixel et email sont une sous-section de sa recommandation cookies et autres traceurs, qui sont déjà en vigueur depuis maintenant plus de 4 ans. Donc, pour moi, c'est effectivement ça, Marion. C'est pour ça qu'elle donne un délai de rattrapage qui est, selon nous, très court. C'est que pour elle, dans sa philosophie, même si ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui en pratique, ça devrait déjà être le cas. Simon dit donc le droit d'opposition s'apparente à un fonctionnement d'un opt-out. Oui, là, si on parle bien du cas de régularisation des bases CRM existantes avec une communication synthétique, simple et efficace qui doit être envoyée à votre base, oui, ça sera bien un droit d'opposition et donc un opt-out que devra mobiliser effectivement et cliquer l'utilisateur final. Après, si on parle de l'opt-out, donc de l'opposition qui sera dans le pied de page de l'email, de tous les emails marketing par la suite, puisque la personne peut avoir consenti puis après avoir envie de refuser. Si c'est le cas, ce sera un refus qui pourra être, puisqu'on a une granularité, soit seulement sur le pixel, soit sur les deux, la prospection commerciale et le pixel. Mais c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'oppose à l'utilisation de pixels pourra toujours recevoir des communications commerciales. Simplement, on ne pourra pas tracer ce qui lui arrive. Émilie demande où se trouve la section qui indique qu'on peut coupler le consentement, prospection commerciale personnalisée et pixel. C'est page 9. C'est page 9. À peu près au milieu de la page, plutôt vers le bas. Il est possible de recueillir un consentement unique, donc sans offrir au destinataire la possibilité de choisir pour la prospection commerciale directe par voie électronique. Et elle donne quand même des exemples.
Donc, Ouais. c'est là qu'il faut aller voir. Il y a Marion qui dit: est-il possible via la bannière de consentement cookie que l'utilisateur comprenne aisément la portée de son consentement? Est-il possible de tracer et stocker ce consentement via SMP? Alors aujourd'hui, nous, notre recommandation, c'est pas passer par la CMP qui gère les cookies autres traceurs du monde anonyme du site web ou de l'application. C'est de capitaliser sur le consentement email que vous collectez aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu qu'il faut créer une unicité, excusez-moi, entre la collecte du consentement email et la collecte du consentement pixel associé. Et ça, pour créer cette unicité, on est plutôt non pas dans un monde purement digital, mais plutôt dans un monde CRM marketing direct qui gère ça aujourd'hui. Voilà. Donc, pour gérer cette unicité, cette personnalisation de la preuve, selon nous, la recommandation technologique qui est la plus à même de faire ça, c'est plutôt votre centre de préférence et de gestion du consentement multicanal que vous avez dû déjà mettre en place pour toutes vos actions de marketing direct et d'y adosser pour la partie email, la partie pixel, email associé. Et juste pour compléter, c'est pas simplement pour le plaisir de mettre en avant notre produit de préférence management platform, c'est parce qu'évidemment dans les recommandations, la CNIL parle spécifiquement du cas des CMP. Elle a l'air de vouloir faire un geste d'ouverture en disant, vous pouvez, si c'est fait de manière très claire et très transparente, vous pouvez utiliser la CMP pour obtenir un consentement. En plus, c'est pratique puisque les utilisateurs ont l'habitude de le faire. Donc, ils identifient ça à un consentement au traceur. Mais la réalité, et c'est ce que disait Guillaume, c'est qu'on ne peut pas rattacher, ou alors ça peut être délicat, ou très délicat même, rattacher un identifiant de cookie d'Idomi, par exemple, avec une adresse email. Généralement, nous, l'adresse email, on ne l'a pas. Et donc, ce sera difficile, à part dans les univers logués, de savoir qu'il s'agit de la même personne et donc de pouvoir conserver la preuve individualisée comme le demande la CNIL. Il y a Charlet qui demande quid de l'application à l'échelle européenne, est-ce que ça ne crée pas une distorsion de concurrence? Aujourd'hui, là, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que l'Italie avait adopté quelque chose qui laisse de similaire et qui laisserait 6 mois de mise en conformité des marques italiennes. Donc ça, effectivement, ça montre que la CNIL ne semble pas être tout seul. Et Thomas, toi, tu voulais dire aussi que c'était quand même issu d'une recommandation du CEPD en préparation de ce webinaire. Donc peut-être que tu peux en dire 2 mots. Ouais, alors d'abord, merci pour l'information, parce que moi, j'ai pris quelques jours de congé et donc j'avais loupé le communiqué de presse de la Garantie. Donc effectivement, je viens de constater que ça fait 2 jours que ça a été publié. Donc la CNIL n'est pas seule. Le CEPD, en fait, avait simplement fait une recommandation il y a quelques années, mais qui traitait plus généralement d'autres problématiques, mais qui avait mentionné le pixel. Donc le pixel était déjà mentionné comme un sujet dont il fallait s'emparer. Pour autant, ça allait beaucoup moins dans le détail. Hein. Donc là, la CNIL et la Garantie se sont, j'imagine, alignés. Je n'ai pas encore lu les recommandations de la Garantie. Mais effectivement, ça aura vocation. Et puis, de toute façon, la CNIL, comme la Garantie, comme la EPD aussi, en tout cas depuis que l'ICO n'existe plus, font quand même office de leader sur le sujet et donc ont tendance à influencer de toute façon leurs contreparties européennes. Donc, on peut imaginer qu'il n'y aura pas une énorme distorsion de concurrence où elle sera probablement de courte durée. Il nous reste 5 minutes, on va aller sur d'autres sujets. Mais je voulais zoomer sur, vous avez un petit onglet sondage où on a mis 2 questions donc, en parallèle des dernières 5 minutes. N'hésitez pas effectivement à remplir ce petit sondage. Vous êtes libre bien sûr de le faire ou de ne pas le faire, mais ça nous serait très utile d'avoir vos retours sur ces 2 questions qu'on vous pose. Elisa, je ne comprends pas. On doit demander le consentement à nos interlocuteurs pour traquer leur comportement. Effectivement, c'est un principe aujourd'hui qui est de base quand même sur la partie tracking, marketing, digital dans son ensemble depuis 2022. Mis à part effectivement le régime d'exemption, hein, qui est un régime dérogatoire et donc exceptionnel et donc fortement encadré.
pour effectivement faire du tracking sur vos sites web, sur vos applications et maintenant sur les emails. Il faut obtenir le consentement. C'est la pierre angulaire effectivement du tracking marketing. Question d'Émilie, bonjour. Qu'en est-il de la position de la CNIL concernant l'utilisation de pixels publicitaires via des partenaires externes intégrés dans des newsletters monétisés? Alors, sur la question des newsletters, c'était un sujet qui était déjà dans le projet d'ailleurs de recommandation. Ça a un peu disparu de la version finale. On pourrait penser que les newsletters, parce que c'est un service demandé par l'utilisateur, ça reste donc l'utilisation d'un pixel pourrait être exemptée dès lors qu'il faciliterait l'accès à ce contenu. Mais en l'occurrence, si c'est des partenaires externes qui ont une vocation à aller un peu au-delà et donc personnaliser les contenus, par exemple, là, pour le coup, ce sera difficilement défendable. En tout cas, on peut l'imaginer. D'opérer sans consentement. Cela dit, la CNIL n'a pas spécifiquement mentionné le cas des newsletters, donc elle laisse un peu, ça fait partie des angles morts de cette recommandation. Et effectivement, et là où il faut faire attention, c'est dans les newsletters dits monétisés, il y a quand même souvent la réutilisation des audiences derrière pour du targeting, du retargeting ou du profilage. Et ça, clairement, on l'a vu dans le tableau de Thomas qui a été présenté, c'est effectivement une finalité qui ne sera pas exemptée. Et donc, il faudra la collecte du consentement associé quoi qu'il se passe. Eh bien, écoutez, on est allé au terme. Il y en a beaucoup encore des questions. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais on peut encore en traiter quelques-unes si on peut aller vite. On va en traiter une ou deux, et puis après, on va conclure si ça te va, Thomas. Ouais. Vas-y, je te laisse du coup. Je ne sais pas trop, je prends les dernières telles qu'elles sont arrivées. Pour les cas d'exemption dont vous avez parlé, comment interprétez-vous cette notion de service demandé par l'utilisateur? Est-ce que ça peut être, par exemple, concerner les surveys? Ça a été demandé par l'utilisateur, mais c'est surtout le concept de transactionnel. C'est-à-dire que vraiment, il faut que l'utilisateur, en fait, pour que ce soit demandé par l'utilisateur, il faut vraiment qu'il y ait une action de sa part. C'est-à-dire, par exemple, je commande un produit, je veux m'authentifier sur un service, on m'envoie un email avec un code ou quelque chose. Là, c'est vraiment demandé par l'utilisateur. En revanche, tout ce qui est prospection commerciale, c'est plus difficile d'aller dans cette direction. Je te laisse. Oui, exactement. Après, la CNIL, elle donne des exemples, comme à chaque fois. Donc, il y aura certainement peut-être des effets d'opportunité ou des effets d'aubaine dans lesquels on pourra se rattacher. Mais attention, il faudra du coup bien prouver son accountability et lors d'un contrôle, la CNIL pourrait très bien dire vous êtes allé trop loin dans l'interprétation que j'estime moi d'être strictement nécessaire. Donc, la CNIL ne donnera jamais, alors peut-être à terme, comme pour les cookies autres traceurs, des finalités vraiment très très précises. Mais aujourd'hui, la liste, elle n'est pas exhaustive. Donc, peut-être qu'il y a effectivement des effets d'opportunité à analyser avec votre juridique. Une dernière question, Thomas, vas-y, je t'en prie. Alors, écoute, j'avais plus les questions. Sans pixels consentis, peut-on utiliser les clics CTA comme proxy d'engagement pour maintenir notre segmentation CRM et notre logique de réengagement? En fait, du moment qu'on va traquer effectivement un bouton ou quoi que ce soit, à des fins de prospection commerciale, on devra demander le consentement. Si jamais, comme l'a dit tout à l'heure Thomas, c'est pour s'assurer que la personne est toujours active en base et qu'on se dit au bout de 3 fois, si elle est non active, je veux le nettoyer, là, ça peut rentrer, comme l'a dit Thomas, dans le nettoyage de base et donc dans un cas exempté. Donc voilà, à chaque fois, ça dépend vraiment de la nature de la réutilisation de la donnée et de la finalité derrière, effectivement, associée. Il est midi, Thomas. Ouais, je pense qu'il nous appartient de conclure. Je suis vraiment navré parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps de répondre à toutes les questions et je viens de voir que dans le chat, il y en avait encore d'autres. C'est évidemment un sujet qu'on va continuer de creuser. Donc, peut-être qu'on évoquait la possibilité de faire un webinaire plus spécifique après un mois. Donc, peut-être qu'on relancera des invitations et comme ça, on aura les questions en tête, les questions auxquelles on n'a pas répondu en tête. Voilà, merci Guillaume. Je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot. Non, pour moi, là, maintenant, l'horloge tourne. Il va falloir monter dans chaque société et pour chaque marque
une Search Force Pixel Email et collecte du consentement associé parce que typiquement pour les bases actuelles, on n'a plus que 2 mois et demi pour les mettre en conformité. Le temps presse. Un grand merci à tous et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. À bientôt. Au revoir.